Imagine un instant que ton esprit n'est pas une machine logique, mais une cathédrale immense dont la majorité reste plongée dans l'ombre. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, affirmait que notre conscience ordinaire n'est qu'une petite flamme vacillante au milieu d'un océan obscur, l'inconscient collectif. Cet inconscient n'est pas seulement personnel. Ce n'est pas juste le coffre-fort de tes souvenirs refoulés ou de tes désirs interdits. Non. Pour Jung, il existe une mémoire plus vaste, transmise à travers les âges, qui habite chacun de nous, une bibliothèque vivante de symboles, d'archétypes et de mythes universels. Et lorsque tu t'arrêtes vraiment pour observer ta vie intérieure, tu réalises que tu n'es pas seul à penser en toi. Des forces plus anciennes, plus profondes, travaillent silencieusement, tissent tes rêves, colorent tes intuitions, dirigent même parfois tes choix. C'est là que naît la différence entre les esprits ordinaires et les esprits rares. La fracture invisible. L'esprit rare est celui qui ne peut pas se contenter de la surface. Là où la plupart des gens vivent en paix avec leur routine, satisfaits par la logique simple de la vie quotidienne, l'esprit rare ressent toujours une fissure, comme un appel, comme une tension invisible qui refuse de le laisser tranquille. Ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Cette quête inconsciente et irrépressible qui pousse certains êtres à chercher leur totalité, à s'unir avec les aspects cachés de leur psyché. L'esprit rare sent qu'il manque quelque chose, même dans les moments de bonheur. Il perçoit la dissonance derrière les sourires collectifs, le mensonge dans les certitudes trop bien établies. Alors, il questionne, il fouille, il doute, et il refuse de s'endormir dans la complaisance. Le premier signe, la pensée multidimensionnelle. Quand on parle avec toi, on remarque vite une différence. Tu ne penses pas en ligne droite. Tes pensées se déploient comme des constellations. Là où d'autres voient un chemin unique, tu vois des réseaux, des liens invisibles, des correspondances. C'est ce que Jung observait chez certains de ses patients, qu'il appelait visionnaires, une pensée symbolique et analogique. Tu ne te contentes pas de la logique sèche. Ton esprit cherche la profondeur, le sens caché, la connexion entre l'apparent et l'invisible. Et c'est là que la solitude commence. Car quand tu exposes tes réflexions, beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent des réponses simples, toi tu apportes des questions complexes. Ils veulent une certitude, toi tu montres une nouvelle perspective. Ce décalage crée une barrière invisible, un mur de verre entre ton monde intérieur et celui des autres. Le deuxième signe, la conscience symbolique. Pour l'esprit rare, la réalité n'est jamais plate. Chaque événement, chaque rencontre, chaque rêve porte une double dimension, le fait concret et le sens caché. Un simple accident peut devenir pour toi un signe, une synchronicité. Une chanson entendue par hasard peut résonner comme un message secret. Tu vis dans un univers animé, où tout semble parler à travers un langage de symboles. C'est ce que Jung appelait les synchronicités. Ces coïncidences qui ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression d'une correspondance profonde entre ton inconscient et le monde extérieur. Ce mode de perception te met en décalage avec ceux qui ne voient que des faits bruts. Pour eux, tout est accident, hasard, statistique. Pour toi, tout est miroir, reflet, métaphore vivante. Le troisième signe, l'ombre intégrée. Mais le véritable poids que porte l'esprit rare, c'est sa relation avec l'ombre. Jung utilisait ce terme pour désigner toutes les parties refoulées de nous-mêmes, nos colères, nos désirs interdits, nos peurs inavouées. La plupart des gens passent leur vie à fuir leur ombre, à la projeter sur les autres, à la cacher derrière des masques sociaux. Mais toi, tu n'as pas eu ce luxe. Très tôt, tu as dû affronter tes ténèbres intérieures. Tu as vu de près la fragilité,
la blessure, la contradiction en toi. Et au lieu de t'en détourner, tu as appris à regarder, à plonger dans la douleur, à apprivoiser tes parts sombres. Cela te donne une densité rare. Tu n'es pas naïf. Tu sais que chaque lumière cache une obscurité et que chaque vertu s'accompagne de son vice. Tu ne juges pas trop vite, car tu connais le chaos intérieur qui sommeille en chaque être humain. Mais cette lucidité t'isole aussi, car le monde préfère les illusions réconfortantes à la vérité nue. Et toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Le quatrième signe, le mal du pays existentiel. Tu connais cette sensation étrange, être parmi les autres, rire avec eux, partager leurs codes, et pourtant sentir que tu n'appartiens pas vraiment. C'est un exil silencieux, un sentiment que ta véritable maison n'est pas ici, pas dans ce monde fait de superficialité et de distraction, mais ailleurs, dans une dimension plus profonde, plus authentique. Jung parlait de cela comme d'un appel du soi, une nostalgie spirituelle, une soif de retrouver l'unité intérieure, de dépasser les limites de l'ego pour toucher une vérité plus vaste. Mais cette nostalgie te rend parfois mélancolique. Tu peux avoir une vie extérieure réussie, entourée, comblée même, et malgré tout, sentir un vide. Ce n'est pas un vide de manque matériel, c'est le vide de l'âme qui sait qu'elle est loin de sa source. Nous avons vu les 4 premiers signes qui distinguent l'esprit rare. Mais Jung l'avait compris. Percevoir ce que les autres ignorent est une bénédiction et une malédiction. Car plus la vision est profonde, plus elle devient lourde à porter. Découvrons maintenant les 4 autres signes qui révèlent la véritable nature de ceux qui voient au-delà. 5e signe, la lucidité douloureuse. Il y a en toi une capacité presque instinctive à sentir les failles dans les choses. Tu devines les contradictions d'un discours, tu entends la dissonance dans un rire, tu perçois les fractures invisibles dans une relation. Pour les autres, tout semble aller bien. Pour toi, le ver est déjà dans le fruit. Cette lucidité est un don, mais elle t'expose à une douleur particulière. Tu vois la chute avant qu'elle n'arrive. Tu entends la vérité derrière les masques. Jung disait que l'inconscient nous parle à travers les symboles, les rêves, les lapsus. Mais ceux qui savent écouter ce langage n'ont pas seulement des réponses, ils portent aussi le fardeau des vérités non désirées. C'est un peu comme voir la fissure dans une digue, quand tout le monde autour célèbre la tranquillité de l'eau. 6e signe, l'attraction pour le mystère. L'esprit rare n'est jamais rassasié par les explications superficielles. Là où beaucoup se satisfont de la science officielle ou des dogmes religieux, toi, tu ressens toujours un vide de sens. Alors, tu plonges dans la philosophie, dans la mythologie, dans la spiritualité. Tu n'es pas un simple croyant, ni un simple sceptique. Tu es un chercheur perpétuel. Jung avait une fascination pour les traditions anciennes, l'alchimie, le gnosticisme, les mythes universels. Non pas parce qu'il croyait aveuglément à leur contenu, mais parce qu'il y voyait le langage de l'inconscient. Et toi aussi, tu ressens cet appel. Tu sais que derrière les récits, derrière les légendes, se cachent des vérités intemporelles, des vérités que la raison seule ne peut atteindre. Cette soif du mystère t'éloigne encore plus de la masse, car beaucoup préfèrent rester dans l'évidence confortable. Mais toi, tu avances, même quand les réponses font défaut, même quand le chemin est sombre. 7e signe, la solitude choisie. Il y a une différence entre être seul et se sentir isolé. La solitude, pour l'esprit rare, n'est pas un accident, c'est un choix vital. Tu as besoin de silence, besoin de t'extraire du bruit constant, des conversations superficielles, des distractions. Non pas par mépris, mais parce que ton âme réclame de l'espace pour respirer, pour écouter. Jung insistait sur l'importance de la retraite intérieure. Non pas comme un repli égoïste, mais comme un moyen d'intégrer les forces de l'inconscient. Ceux qui voient profondément doivent régulièrement s'éloigner du monde, sinon ils se noient dans le chaos collectif.
Mais cette solitude, si elle n'est pas bien équilibrée, peut devenir un piège. Trop de silence, et tu risques de perdre le lien. Trop de retrait, et tu deviens étranger à ta propre époque. C'est pourquoi l'esprit rare vit souvent dans un rythme de va-et-vient. Immersion dans le monde, puis retrait dans la solitude, puis retour, comme une respiration de l'âme. 8e signe, le devoir d'incarnation. Voici le point culminant. Le signe qui sépare le visionnaire équilibré du visionnaire brisé. Jung l'a dit clairement, voir ne suffit pas, il faut incarner. Si tu perçois des vérités, mais que tu ne les traduis pas dans ta vie, ton don devient une malédiction. La vision se change en fardeau, en frustration, en amertume. Ton âme se divise en deux, la partie qui sait et la partie qui subit. C'est pourquoi l'esprit rare a une mission. Transformer la vision intérieure en acte concret. Cela ne veut pas dire convaincre le monde, ni imposer sa vérité. Cela veut dire vivre selon ce que l'on voit. Si tu perçois l'importance de l'authenticité, vis avec sincérité. Si tu sens la valeur de la compassion, pratique-la au quotidien. Si tu découvres des vérités sur la souffrance, engage-toi à soulager, même modestement. Ce passage de la vision à l'incarnation est la clé. C'est là que la solitude devient sagesse, que la lucidité devient force, que le mystère devient chemin.